les gars, il faut que je me motive à me lever et à tourner cette vidéo parce que, eh bien, il faut la tourner parce que c'est important pour moi. Mais regardez-la! Comment faire? Comment puis-je m'en séparer? C'est impossible. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet vachement spécial parce qu'il me concerne personnellement. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du trouble de la personnalité borderline. Je suis pas encore super à l'aise devant la caméra, donc si je reste un petit peu comme ça, ne m'en voulez pas, je vais essayer de bouger mes bras un maximum et occuper l'espace. En attendant, j'ai soif. Sur cette vidéo, je vais vous donner un contexte, je vais vous donner la définition du DSM-5 concernant le trouble limite, borderline, avec les symptômes et comment moi je le vis au quotidien. Et enfin, comment vivre avec, s'adapter, c'est surtout une question d'adaptation. Et en dernière partie, quelques conseils pour les proches qui auraient dans leur entourage quelqu'un de borderline et qui ne sait pas du tout comment faire parce que oui, c'est compliqué. Oui, j'ai un script. Je l'ai écrit juste avant, mais je reprécise que je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre, ni personne pour vous donner un avis sur votre état de santé. Moi, tout ce que je fais, c'est retranscrire, répéter ce que les définitions du DSM-5 disent, ce qu'on me dit par rapport à moi, étant patiente des psychologues et psychiatres et psychomotriciennes, en tout cas des professionnels de la santé mentale. Je vais parler aussi pas mal de médications, ça ne veut pas dire que je vous incite à en prendre, non, non, non. Et enfin, chacun vit les choses à sa propre manière. Donc, je vais vous demander d'être indulgent, respectueux. Vous avez pu remarquer depuis mes dernières vidéos que je me suis coupé les cheveux. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, ils ressemblaient plus à rien. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir déjà, borderline, c'est à la limite 2, c'est le trouble de la personnalité limite, donc un trouble de la personnalité. Donc, c'est une maladie. Ça a été reconnu en tant que pathologie récemment. Donc c'est à la limite entre la psychose et la névrose. Les causes du trouble sont multiples. Il y a chimique, biologique. Souvent c'est des dérèglements de la sérotonine, de la dopamine. Des prédispositions génétiques, du coup du fait que ce soit pathologique. Savoir aussi que les traumatismes jouent un rôle énorme dans le développement de ces maladies mentales. Donc des abus, des abandons, des manques affectifs pendant l'enfance, ça fait beaucoup. Et il faut savoir que cette maladie touche en France 2% de la population, c'est-à-dire 2% de la population qui ont une maladie qui est reconnue comme mortelle. Parce que le taux de suicide est entre 8 à 10%, sachant que les femmes sont plus touchées et que, femmes-hommes confondus, essaient de se suicider à plus de 70%. Donc voilà, il y a plus de 70% des personnes qui ont le trouble borderline qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Je ne vous le cache pas, moi compris. Juste faire un petit point rapide sur ma gestuelle, ma manière de raconter les choses. Ma façon à moi de le faire, c'est de dédramatiser. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir en larmes dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais être assez, ou du moins essayer d'être assez énergique pour garder un rythme. Mais on parle bien d'une maladie grave, comme j'ai dit tout à l'heure, une maladie mortelle. Et je veux pas que vous croyiez que je prends ça à la rigolade, pas du tout. Donc voilà, c'était le petit point. Pour la partie contexte, il faut savoir que personnellement, j'ai vécu des énormes traumatismes quand j'étais beaucoup plus jeune, aux alentours de 9-10 ans. Et en fait, ils m'ont suivie jusqu'à mes 20 ans.
J'avais une déformation de la réalité. Du coup, j'étais dans la déréalisation totale pendant une très grosse partie de ma vie. Et quand j'ai réalisé ça, ça a été le tsunami dans ma vie. Pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui, si je compte bien, non, 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été un réel tsunami dans ma vie. J'ai arrêté les études, il y a eu plein de changements dans ma vie. Et j'ai pu parler de tout ce qui s'était passé et je suis suivie encore actuellement. Pour ce qui est du trouble, on me l'a diagnostiqué à l'hôpital, ça fait moins d'1 an. Donc voilà, mais apparemment il était là depuis très longtemps, enfin très longtemps je m'entends, mais quand même assez longtemps, c'est pas récent quoi. Je vais pas aller plus loin dans les détails, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, moi ma cause c'est des traumatismes sur traumatismes enchaînés et à différents degrés. Il faut savoir aussi que dans ma vie j'ai développé des TCA, notamment de l'hyperphagie. J'avais de la dermatillomanie aussi qui reviennent, les TCA et la dermatillomanie reviennent dans les périodes de down. Donc j'essaie d'y faire attention, je suis au courant maintenant. Je sais que ça a un nom. Et ça, si vous pouvez mettre un nom sur vos symptômes, faites-le. Ne le faites pas seul, à moins que... Faites-vous aider. La plupart du temps, il faut apprendre à se faire aider parce que vraiment, c'est un life-changing. C'est vraiment, faites-vous aider. Maintenant que les choses sont posées, on va passer à la définition du DSM-5, donc qui regroupe tous les troubles mentaux. J'ai mon petit cahier où j'écris voilà, tout ce qui concerne le trouble, certaines pensées, mes schémas, mes situations de crise, voilà. Donc le DSM-5 traduit le trouble de la personnalité limite borderline comme un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l'âge adulte et est présente dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Donc là, je vais vous citer les 7 ou 9, je sais plus. Là, je vais vous citer les 9 symptômes du trouble borderline et il en faut au moins 5 pour être diagnostiqué. Il faut savoir que moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais les 9. Et oui, super, maintenant ça va un petit peu mieux, mais j'avais les 9. En 1, des efforts effrénés pour éviter l'abandon réel ou imaginé. Ça veut dire qu'on va être tellement triste, je le ressens là, je le ressens encore là. À chaque fois que quelqu'un passe le pas de ma porte et qu'il est important pour moi, elle est importante pour moi, ça me fait un déchirement mais pas possible et du coup on va tout faire pour éviter ce sentiment d'abandon qui est en nous et je pense que c'est un des plus gros symptômes. Voilà. Il y a aussi du manque affectif. Mais ouais, pour éviter l'abandon, bon, chez certaines personnes, ça peut être du chantage affectif, voire du chantage au suicide. C'est pas du tout sain. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui le fait ou que vous le faites vous-même, s'il vous plaît, faites quelque chose. Des efforts effrénés, des prises de risques, de la manipulation même envers les autres et aussi envers soi-même. Aussi quelque chose que j'allais oublier, on se fait énormément de films. Imaginons quelqu'un, voilà, ce soir me dit écoute, si tu veux qu'on se voit, on peut se voir, mais je te confirme plus tard. Et ben moi, je vais tout de suite me faire des films sur la soirée qui va se passer et comment ça va être trop bien, comment je serai pas toute seule. Et voilà, et peut-être que la personne va dormir chez moi et peut-être que demain matin elle sera encore là. Et waouh, trop bien. Et là, la personne me dit qu'elle n'est plus disponible. Et ben ça fait vraiment très très mal. Et pas dans le sens mal habituel des gens normaux. Voilà, on prend sur soi, on est un petit peu triste et voilà. Non, moi je vais y penser toute la soirée. Je vais mal dormir, je vais y repenser le lendemain, je vais me faire des films. Oh tiens, pourquoi la personne n'est pas venue elle avait mieux à faire.
Voilà, je vais vraiment me torturer l'esprit. Voilà, parce que je l'aurais vécu comme un abandon alors que la personne n'avait pas confirmé. Voilà. Deuxième point, je vais vous le lire parce qu'il est un petit peu complexe. Donc, mode de relation interpersonnelle instable et intense caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, par exemple, du jour au lendemain, on va prendre l'être aimé, eh bien on va l'aimer très très fort, très fort, au point de réclamer des câlins quand l'autre personne va aux toilettes, parce qu'elle nous manque pendant 2 secondes. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Et en fait, du jour au lendemain, on peut détester cette personne, parce que par exemple, elle nous aura fait le coup de « Ah, on se verrait peut-être bien demain » et en fait, finalement, elle peut pas parce qu'elle est tombée gravement malade. Et nous, on va le prendre comme si « Ah oui, mais non, je suis sûre qu'il fait autre chose, je suis sûre... » Ben, on va le détester, très clairement. Voilà, ça fait ça. Heureusement, de mon côté, j'ai pas ces fluctuations-là, mais quand j'aime quelqu'un, je l'aime vraiment beaucoup. Et faut savoir que les émotions des troubles bipolaires, borderline, l'hyper-émotivité fait partie du trouble. Le manque affectif peut aussi faire partie du trouble et du coup moi j'ai les deux. Hyper émotive et hyper câlin, hyper bisounours. On adore. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on peut passer du blanc au noir très rapidement, que ce soit les autres ou nous-mêmes. Voilà, ça va arriver plus tard. On n'a pas forcément d'amis de longue date et une très forte ambivalence aussi. Voilà, il suffit qu'une petite déception soit là et on vire les gens de notre vie. Ils en peuvent plus de nous parce qu'on est trop changeant. Ce que je disais tout à l'heure, le point petit 3, perturbation de l'identité et instabilité marquée, persistance de l'image ou de la notion de soi. Je sais pas si là on peut parler de la notion de déréalisation et de dépersonnalisation, je pense que d'ailleurs elle vient dans les autres points, mais c'est complexe. En fait, quand on va dissocier, quand on va être dépersonnalisé, on va avoir l'impression que notre enveloppe physique n'est pas à nous. Donc, la tête, oui, possiblement, mais tout le corps, non. Voilà, donc par exemple, il va m'arriver de prendre des photos de moi, de me regarder et de me dire « Ah tiens, mais c'est pas moi. Mais alors, qu'est-ce que... c'est qui ?» Et le souci dans ces cas-là, c'est que, en fait, ça peut mener à des scarifications, parce qu'on n'en a plus rien à faire de notre corps. Et donc c'est très dangereux. De mon côté, j'ai jamais eu vraiment de fusion entre ma tête et mon corps parce que, en fait, j'ai eu beaucoup d'années où j'étais complètement déréalisée, où pour moi la vie c'était un film. Et j'ai jamais eu... En fait, j'ai eu un rapport de corps-objet et mental. Et mental, pas le fromage. Hein. Et... Léa. Donc j'avais d'un côté le corps-objet et de l'autre côté l'entité, l'âme. Et en fait, grâce à mes thérapies, je suis passée de corps-entité. Mais le souci, c'est que les deux entités, elles n'ont pas fusionné. Voilà, donc là, je suis en plein travail dessus pour essayer d'être entière, en fait. C'est juste ça. Ça se traduit aussi par les moments de vide et de manque. On ne se sent pas entier. Sur ce point-là, du coup, on va revenir... au point précédent, c'est qu'on va être sur aussi une distorsion du corps. Donc personnellement, je fais de la dysmorphophobie. Ça veut dire que j'aurais beau avoir un corps, peu importe comment il est, je vais jamais l'aimer parce que j'ai des standards qui sont inhumains en fait. Pour vous donner un exemple avec lequel j'ai parlé avec un ami récemment, pour moi, c'est même pas le physique que j'aime voir sur les autres, c'est vraiment un physique que je me dois d'avoir. Voilà, je sais pas qui, quand, quoi, quand, comment, mais quelqu'un m'a mis dans la tête que moi, je dois avoir un corps avec le ventre
très 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 plat, avec des abdos, donc ça veut dire le ventre, là vous voyez. J'ai mangé aujourd'hui, et ben j'ai quand même relativement un ventre plat, mais il est légèrement gonflé et ça a tendance à vraiment me mettre dans des situations où je déteste. Alors que voilà, enfin, honnêtement, quand je vois des photos de moi et que je suis complètement dissociée et que j'ai pas l'impression que c'est moi, je suis en mode waouh, c'est pas mal en fait, hein. Petit 4, on a l'impulsivité marquée dans au moins 2 des domaines suivants. Je vais vous lire les domaines suivants. Les dépenses, la sexualité, la toxicomanie, la conduite automobile dangereuse, les crises de boulimie, tout ce qui est TCA, voilà. Il y en a encore pas mal d'autres, mais c'est déjà bien et c'est dans au moins 2. Donc à chaque fois, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je suis tombée dans l'hypersexualité à un moment, de manière assez dangereuse. Les TCA, comme je vous disais tout à l'heure, l'hyperphagie, pendant des années et des années de ma vie, la dermatillomanie, la toxicomanie, j'ai jamais trop touché et je touche du singe. Techniquement, je touche du micro actuellement, mais... Et les dépenses, je l'ai découvert très récemment, ça veut dire 1-2 ans. Du coup, voilà, les crises compulsives de toutes ces petites choses, ça en fait un symptôme. Parce que, encore, il y a des gens, ils vont faire du shopping, par exemple, ils vont se faire plaisir, voilà, machin. Nous, quand on a une crise compulsive d'achat, alors, celle de la dernière vidéo n'est pas incroyable. Honnêtement, c'est toute petite. Mais on va se sentir budget illimité, en fait. Sauf que le souci, c'est que j'ai failli tomber. Le souci, c'est que quand on se réveille de la crise et qu'on voit tout ce qu'on a acheté, on se dit merde. Mais en fait, j'ai dit un mot interdit sur YouTube. Oh, on se dit mince. Mais je n'en avais pas besoin. Et je n'en veux plus. Point 5, répétition de gestes d'automutilation, de scarification, c'est la même chose Léa, et de menaces suicidaires. Yes. Sachant que si vous dissociez également, ça aggrave encore plus le problème, comme je le disais tout à l'heure, puisque le corps n'a plus d'importance. Et que de toute manière, si vous êtes dans un état euphorique, c'est drôle, c'est drôle ce que vous faites. Tout ce qu'on fait est drôle quand on est dans un état euphorique. Enfin, dans mon cas, moi je trouve ça drôle. Je suis juste là en mode « Ah, c'est drôle !» Et je pense à ce que je viens de dire et je suis là en mode « Ah, ce serait drôle, tiens. » Non. Et dans un état de dépression où on est vraiment tout en bas, bah, c'est nécessaire en fait, on pense que c'est nécessaire et que de toute manière, ben, ça vaut pas le coup et que jamais on va guérir parce que cette maladie ne se soigne pas grâce à un médicament. Mais, je vais vous le dire tout à l'heure, on s'adapte, vraiment, on s'adapte. Donc ce point, c'est un point grave, c'est le point mortel, mais il y a des solutions, voilà. On arrive à la fin. L'instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Voilà, j'en parlais juste avant. Dysphorie, euphorie. Voilà. Dysphorie tout en bas, euphorie tout en haut. Irritabilité, anxiété, ce qui veut dire crise d'anxiété ou crise d'angoisse. On aime. Mais contrairement aux troubles bipolaires, nous, ça va durer quelques minutes, quelques jours, quelques heures. Honnêtement, je peux passer vraiment de l'euphorie à la dysphorie en moins de 30 minutes, je dirais. Selon ce qui se passe, selon l'environnement et selon ce qui se passe dans ma tête, ça peut aller très très vite. Et des fois, je peux même pas m'en rendre compte. C'est mes proches qui me disent « Waouh, il y a eu un changement là ». En 7e position, le sentiment chronique de vide. Je sais que pas mal de personnes le ressentent, mais je sais que c'est à différents degrés aussi. Et le vide, ça peut se ressentir de plein de manières différentes. Personnellement, physiquement, le vide, il est là. Voilà. J'ai l'impression de ne plus avoir de cœur, en fait. J'ai l'impression même
j'ai l'impression que c'est vide en fait, que je ne suis qu'une enveloppe vide. Le souci avec ce sentiment de vide, c'est que t'as beau avoir plein de choses à faire. Moi par exemple, là j'ai devant moi mon matériel de dessin, mon piano, mon tapis de yoga, ma télé, mon chat, voilà, non, je me mets à terre, je m'assois et j'ai rien envie de faire. J'ai rien envie de faire et en même temps, j'ai pas la capacité de le faire. C'est-à-dire que non, ça veut pas. L'avant-dernier point, le petit 8, colère intense, inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Donc, fréquente manifestation de mauvaise humeur, colère constante, bagarre répétée. J'ai déjà vu des personnes violentes. Personnellement, moi, ça me fait peur. Je sais pas comment réagir face à des personnes violentes. Je pense que c'est une bonne chose que je n'ai pas ou presque pas ce symptôme. Ce qu'on m'a dit, c'est que ce symptôme-là, je le mettais vers moi-même. Donc en fait, quand je ressens de la colère pour quelqu'un d'autre, ça me rend triste et du coup, je pars en dysphorie. Voilà. Sinon, je vais à la muscu, ça permet d'évacuer mes tensions. Mais récemment, j'ai fait une crise de colère. Une crise de colère où je pleurais en rigolant et c'était une crise de colère. Voilà, je l'ai décrite comme ça et on m'a dit que c'était une crise de colère. Et j'ai renversé ma colère sur quelque chose. C'est là que je vais pas en parler plus, mais c'est là qu'on voit qu'en fait, si j'ai de la colère en moi et malheureusement, il faut que je la fasse sortir pour que ça aille mieux quand vraiment je me suis fait trigger plusieurs fois dans la journée. Enfin, je vais vous lire le dernier point. Survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. Donc les symptômes dissociatifs, j'en ai parlé tout à l'heure, dépersonnalisation, déréalisation. Et les idéations persécutoires, voilà, tout ce qui est scarification, automutilation, défenestration. Voilà, c'est l'envie de mourir, tout simplement. Il faut savoir que avec le trouble de la personnalité limite borderline, il y a énormément de comorbidités. Donc je les ai notées ici. On a les abus de substances donc liés à la toxicomanie, tout ça. En fait, tout ce côté impulsivité invasive, ça va entraîner beaucoup de choses comme ça. Il y a donc les TCA également. Troubles de l'humeur bipolaire et unipolaire. Ça peut évoluer en fait, malheureusement. Je vais vous lire un petit peu ce que j'avais ajouté par rapport à tous ces points. L'illégitimité, je l'ai beaucoup ressenti par rapport à tout mon contexte de vie et par rapport aux symptômes probablement. L'incompréhension par les autres, donc les autres qui ne comprennent pas pourquoi on est comme ça et qui ont des propos assez graves et vraiment pas aidants pour le coup. Ensuite, recherche de validation du coup, liée au point précédent. Un hyper-perfectionnisme, voilà. Et donc j'en parlais, auto-invalidation des émotions. Dépendance aux autres et à mes affaires. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Mes affaires, en fait, comme j'ai pas ce sentiment de corps physique, mes affaires, c'est moi. Excusez-moi, Mila fait un bruit pas possible, elle court, c'est son quart d'heure là. Mais oui, mes affaires, en fait, mon appartement, mon chat. Par exemple, si je prête quelque chose à quelqu'un, je vais l'écrire. Je vais lui demander tous les jours de me le rendre. Enfin, c'est vraiment mes affaires, c'est vraiment... Regardez, juste physiquement ce que je fais, je remplis mon cœur. C'est assez incroyable. Voilà, je vais terminer cette partie de vidéo ici. La prochaine, ce sera donc la partie 3 et la partie 4, donc tout ce qui est solution et les petits tips pour les proches. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Allez, salut!